D'abord, pourquoi cette candidature? Dans quel contexte elle se fait? Elle se fait dans un contexte où nous avons gagné la paix. Nous avons gagné la paix sur la guerre. Je voudrais dire aux Ivoiriens qu'aujourd'hui, la paix que nous recherchions tant, la paix pour laquelle nous faisions tant de manifestations, la paix. Je suis né le 30e mai 1945. Mon père m'a dit que c'était le 30e mai, que c'était un jeudi et qu'il pleuvait. Et que je suis né à 8 h du matin. Donc sur 4 enfants que ma mère a eus, il y a eu 2 qui sont morts, le premier et la dernière. Et nous sommes restés les 2 du milieu. Mon papa me disait toujours d'aller à l'école le plus loin possible pour être un des dirigeants de ce pays. Mais quand il me parlait, je ne comprenais pas bien. Quand vous rentrez dans le village en venant d'Abidjan, le quartier qui est à droite, c'est le quartier de Mama. Et le quartier qui est à gauche, c'est le quartier de Nuboko. Mais quand les Européens sont arrivés en 1912, le village a pris le nom de Mama parce que c'était plus facile à écrire. Parce que l'ensemble s'appelle Wulipame. Alors, un Européen qui arrive qui demande le nom du village, entre Nuboko, Mama, Wulipame, il préfère écrire Mama. Alors, j'ai eu mon certificat d'études en juin 1958. Je suis donc rentré au séminaire pour l'année scolaire 58-59, pour la 6e. Et c'est en ce moment-là que les républiques africaines s'installaient au sein de la communauté. Et donc, on nous parlait des dirigeants de ces États. Et c'est en ce moment-là que l'indépendance de ces États a été proclamée. Donc, on nous parlait beaucoup des chefs d'État, des premiers ministres, des ministres, etc. C'est en ce moment-là que nous sommes éveillés. Et un jour, j'ai dit à mon professeur de musique, qui était en même temps mon ami et mon confesseur, j'ai dit, celui qui me plaît le plus, c'est Senghor. J'ai envie d'être comme lui. Il dit, comment ça? J'ai dit, je veux être instruit et être président. Parce qu'en lisant les biographies, j'ai vu que c'était quelqu'un qui avait fait des études, qui était instruit, et en même temps, qui dirigeait le pays. Un jour, je venais de donner un cours de musique à des jeunes gens, et puis mes amis, Boniface Dagri, Courignon Ballet, Lavry Bernardin, qui est aujourd'hui colonel, ils me trouvent à la maison, et ils me disent, on quitte le séminaire. J'ai dit, vous partez du séminaire? Vous partez où? Nous allons à Abidjan pour rentrer au lycée classique. J'ai dit, ben, je vais avec vous. C'est ainsi que je suis allé prendre mes dossiers et que je suis parti à Abidjan en 62. C'était une grande aventure. Ah là là, c'était une grande aventure. Et à partir de l'année scolaire 63-64, j'ai été boursier. Je passe en première. Je suis boursier entier d'internat. J'arrive en vacances, après avoir passé un concours France-Afrique, parce qu'à l'époque, il y avait des concours
qu'organisait le ministère français de la coopération pour les jeunes. Et cette année-là, en 1964, j'avais été lauréat. Il fallait un lauréat issu des classes de terminale, un lauréat issu des classes de première, j'étais celui-là, un lauréat issu des classes de troisième et un lauréat issu des classes de CM2. J'étais donc lauréat, je devais aller en France. Je venais d'être reçu à mon premier bac. Et j'arrive à Gagnois en vacances. Et là, à Nereville, pendant les vacances, on arrête mon père devant moi. Et comme il a dit mon père, au moment où il allait embarquer dans la voiture des gendarmes, donc ce complot n'existe pas. Pour que moi, Paul, qui ne suis rien, pour qu'on m'arrête, c'est que ce complot n'existe pas parce que... Les victimes des événements de 1963 ont fait l'objet de la part de leurs concitoyens jusqu'à une date récente, ont fait l'objet, dis-je, de sympathie, de compassion pour ce qu'ils ont subi. Tant, eh bien, leur innocence était patente et tant leur martyre a été inqualifiable. Ces événements-là étaient considérés par les Ivoiriens comme des événements extrêmement douloureux et qu'il ne fallait plus qu'on revive eh bien, de tels événements. Et cela a failli avoir des conséquences dramatiques sur la suite de ma carrière. Parce que quand je suis revenu de France, je suis rentré en terminale et ma soeur était en troisième à Boaké. Elle n'avait rien, moi je n'avais rien. Mes autres demi-frères, bon, n'en parlons pas. Et j'ai décidé de quitter l'école pour aller être instituteur. Il était prêt au sacrifice pour que je puisse aller loin dans mes études. Et c'est maman qui a dit, non, tant que je vivrai, moi je vais travailler pour que vous deux vous alliez à l'école. Puisque finalement, cette femme n'a que 2 enfants, Laurent et moi. Et c'est ce qu'elle a fait. Comme ça, il a passé son bac et moi j'ai passé mon BPC. J'étais orienté en lettres classiques, professeur de français, latin et grec que je devais être. Donc il fallait faire une année de propédeutique, ce que j'ai fait à l'université d'Abidjan. Et après, je suis allé à Lyon. À Lyon, j'ai rencontré 2 personnes qui m'ont marqué. Une fille que j'ai épousée, Jacqueline Chamois, qui est devenue ma première épouse, avec qui j'ai eu mon fils aîné, Michel Babo, et puis un ami qui est aujourd'hui maire de Lyon, Gérard Collomb. À Lyon, je faisais naturellement du latin et du grec. Et je me suis rendu compte que ce sont des matières qui étaient très éloignées de mes préoccupations, des préoccupations africaines, des préoccupations politiques ivoiriennes. C'est très beau de parler du Péloponnèse, etc., mais ça ne m'enseigne rien sur la vie politique de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire. Et comme en ce moment-là, j'ai commencé à assister à de premières réunions des Africains en France, j'ai commencé à assister à des premières réunions de Français, et même faisant de la politique, que j'ai décidé de faire la politique. J'ai décidé de faire histoire. C'est en ce moment-là. Donc, Jacqueline et moi, nous nous sommes mariés. Et puis, nous avons écrit au ministre de l'Éducation nationale qui nous a indiqué qu'il fallait donc, en ce cas-là, venir en Côte d'Ivoire. Et nous sommes revenus. Au moment où je reviens de Lyon, le pays est pacifié. Les complots sont derrière nous. Et on libère les derniers prisonniers qui retournent en famille, en tous les sens du mot. C'est vraiment en ce moment-là
que la conscience politique s'aiguise dans le milieu universitaire. Je peux dire que c'est en ce moment que, pour moi, la politique a commencé. Selon Philippe de Saint-Robert, journaliste et écrivain, les hommes qu'on dit providentiels sont simplement ceux dont le destin épouse un grand moment de l'histoire, qui d'une certaine manière les dépossède et d'une autre leur confère une liberté supérieure. Leur génie ne leur appartient aucunement, c'est le génie de l'histoire qui s'empare d'eux. Les temps forts de notre histoire récente ont été marqués par un homme, Laurent Gbagbo. Je le trouve constant, c'est-à-dire il n'a pas changé d'un iota dans le bon sens par rapport à l'idée qu'il se fait de lui-même, à l'idée qu'il se fait des autres, de la société et de l'histoire. Ce qui caractérise le président Laurent Gbagbo, c'est l'humilité. L'humilité, c'est une vertu, c'est le contraire de l'orgueil. L'être humble, c'est celui qui se sent semblable des autres et qui pense que les autres pensent comme lui. À savoir, les êtres humains sont égaux. Personne n'est supérieur à l'autre. Nous sommes peut-être différents par la couleur de la peau, par le sexe, mais les êtres humains sont égaux. C'est comme ça pense l'homme humble. D'ailleurs, étymologiquement, humble, ça vient de humus, c'est-à-dire terre. Tout le monde est au même niveau, n'est-ce pas?